Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro de cette saison d'épisodes suivants, votre émission sur Tech & Co dédiée à l'actu du streaming et les séries qui sortent toutes les semaines. Il y en a énormément en cette rentrée, mais aujourd'hui on a un anniversaire à fêter. Donc on va faire une émission un peu spéciale, un anniversaire 10 ans. 10 ans pour qui ? 10 ans pour Netflix. Voilà. Vous êtes le bruiteur officiel du générique ? C'est ça. Je l'avais caché jusque-là. Mais... Voilà, déjà un secret qu'on vous révèle dans cette émission qui est déjà absolument incroyable. 10 ans que Netflix, alors on n'a pas été créé il y a 10 ans, mais Netflix est arrivé en France il y a 10 ans, donc notre vie a changé, ou pas, il y a 10 ans, on va le découvrir pendant cette émission. Mais c'est sûr que Netflix a quand même eu un impact non négligeable sur la façon dont on regarde des contenus à la télévision, ou sur son ordi, ou sur son téléphone maintenant. On va décrypter tout ça, il y a beaucoup de choses à se dire, donc on va aller vite. Je vais vous présenter mes deux invités. Vous l'avez entendu au bruitage de cette émission, c'est Benoît Lagan. Salut Benoît. Salut. Benoît, journaliste spécialiste des séries. On va te voir à la rentrée de Télématin. C'est ça. Voilà, tu vas reprendre tes chroniques habituelles. Et en face, il y a un autre grand spécialiste du streaming. Peut-être pas du bruitage, mais du streaming en tout cas, qui regarde beaucoup de choses, c'est Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Salut. Sylvain, donc journaliste à Tech & Co, qui connaît très bien Netflix, suit beaucoup l'actu Netflix et des autres plateformes, évidemment, il y en a beaucoup maintenant. Merci à tous les deux d'être avec moi. On va décrypter donc cet anniversaire, les 10 ans de Netflix en France. C'est notre débat de la semaine. Voilà, c'était donc le 15 septembre 2014 pour être très précis. Netflix était lancé en France. À l'époque, c'était on va dire une petite plateforme. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Elle venait des États-Unis, évidemment, comme la plupart des plateformes de streaming qu'on regarde aujourd'hui. Mais elle avait quand même un peu avec elle une certaine curiosité, puisqu'elle arrivait dans ses bagages avec deux séries qui avaient un peu fait parler d'elle, pas sur Netflix du coup en France, mais sur Canal+ à l'époque. Deux séries qui avaient été récompensé déjà dans des cérémonies, ce qui était déjà beaucoup, puisqu'on était plutôt habitué à avoir des récompenses accordées aux séries de chaînes, ou HBO à l'époque déjà aussi, mais qui était une chaîne câblée, donc c'est quand même un peu le même principe. Ces deux séries, c'était quoi ? C'était House of Cards, évidemment, et Orange is the New Black. Benoît, tu te souviens de ce lancement Netflix il y a 10 ans ? C'était quoi un peu l'accueil, l'atmosphère à l'époque ? Comment est-ce que ça a été vécu ? Étrangement, moi, à titre personnel, je me souviens pas du moment où je me dis « Ah, ça y est, je peux accéder enfin à Netflix », mais je me souviens vraiment de tout ce qu'on disait. Et parce que déjà, Netflix, finalement, on avait, tu l'as déjà cité, ces séries, on les connaissait, notamment House of Cards, puis il y avait eu avant Lilyhammer aussi, Lilyhammer, sur Arte, qu'on avait pu voir aussi. Donc en fait, on savait que Netflix produisait des séries et que c'était pas le nouveau câble américain, mais presque. Donc on se disait, waouh, ça arrive sur notre territoire. Et moi, ce dont je me souviens, et je faisais partie à l'époque de ces gens-là, en regardant ça avec beaucoup de méfiance, en disant, attention, autant j'adore les séries, et notamment les séries américaines, les séries HBO, mais je me posais la question à ce moment-là de dire, mais pétard, si au moment où HBO s'est mis à faire des séries, on avait eu HBO direct chez nous, que serait devenu Canal ? Que seraient devenues nos chaînes ? Et en fait, ça, c'était quelque chose qui était pas mal dit dans le milieu vraiment de l'audiovisuel. Il y avait cette inquiétude, d'ailleurs ça a retardé un petit peu son arrivée, parce qu'il fallait négocier, attention, vous n'arrivez pas sur notre terrain, on a une exception culturelle quand même en France, donc il fallait la préserver. Et donc, moi je me souviens de ces débats, mais j'avais l'impression que chez les amateurs de séries, cette question ne se posait pas, c'était juste de la joie. Moi je l'avais aussi cette joie de me dire, ah chouette, on va pouvoir découvrir des tas de séries qui ne sont pas achetées par nos chaînes françaises, donc ça va être super. Donc il y avait cette partie-là en moi qui disait ouais, joie, et de l'autre côté quand même l'inquiétude, qui en revanche n'était pas du tout, mais j'ai l'impression pas du tout relayée par le monde intellectuel, les journalistes globalement. Voilà, c'était une nouveauté. Un grand écart entre deux types de publics, quoi. Voilà. Il y avait deux attentes. Il y avait les pros vraiment qui s'inquiétaient, des gens un peu comme moi, un peu partagés, des gens qui étaient heureux. Sylvain, t'étais dans quel camp ? Moi, j'étais content parce qu'effectivement, Netflix, à l'époque, ça nourrissait beaucoup de fantasmes en fait. C'était le côté, tout le monde s'attendait à avoir une offre aussi énorme, on va dire, qu'aux États-Unis. Alors bon, évidemment, quand moi je me suis abonné le premier jour, je me rappelle, c'était au petit matin, je me suis vite rendu compte que l'offre n'était pas la même. tu parlais effectivement de droits qu'il fallait récupérer. House of Cards fait partie de ces droits-là. Il n'était pas sur Netflix quand c'est arrivé. Ça a été la première déception, je pense, pour beaucoup de gens. Exactement. C'était sur Canal, quoi. Ça a continué pendant plusieurs années sur Canal, 2 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, il a fallu un peu renégocier les droits.
Et en fait, au final, oui, on avait des vieux films, on avait des vieilles séries. Il y avait encore les séries d'ABC, etc., donc Lost, etc., avant que Disney récupère tout ça. Donc, au début, très excité parce qu'il y avait ce fantasme-là. À la fin, un poil déçu, je dois le dire. Mais à l'époque, c'était pas très cher. C'était 7,99 € par mois. C'est vrai. On va reparler du pricing un peu tout à l'heure, de la stratégie de prix Netflix qui a beaucoup changé aussi en 10 ans. Le premier truc qui nous a peut-être tous frappé quand on s'est abonné à Netflix, c'est la façon de regarder les séries. C'est-à-dire que c'était fini, ce truc de un épisode par semaine, voire deux, quand c'était des séries françaises sur France TV, etc., qui passaient à la télé, puis le lendemain, on pouvait les retrouver en replay. D'un coup, on avait des saisons entières. On nous disait la saison est disponible le 10 octobre, et le 10 octobre à 6h du matin, on pouvait s'enquiller toute la série. Le binge-watching, c'est vraiment Netflix qui a popularisé ça quand même. Mais complètement, et puis c'est, je crois, la vraie révolution de Netflix, ça va être celle-là, en fait. Ça va être cette façon de voir et donc de regarder, d'observer les séries différemment. Moi, ça faisait partie des choses que j'aimais pas. Ouais, au début. Parce que je suis un vrai sériephile de télé qui aime bien avoir mon rendez-vous. Et autant j'étais content de retrouver la nouvelle saison de The Crown, voilà. Mais avoir tout d'un coup, j'essayais moi-même, ça m'obligeait, moi, à freiner, à me restreindre. Mais c'est vrai que ça a changé complètement la façon de faire. Et cette nouvelle façon de voir était tellement nouvelle et tellement puissante et tellement forte que, au final, les observateurs se sont mis à amalgamer tout de suite le fait que regarder des séries, c'était regarder des séries comme ça, comme une espèce de drogué qui regarde des épisodes. Voilà, et surtout il y avait ce mensonge qui était qu'une série devient en fait un film plus long. Ça c'est vraiment, je pense qu'on l'a entendu énormément, et encore aujourd'hui, voilà, il y a des grands réalisateurs qui arrivent sur Netflix en mode je vais faire un grand film de 10 épisodes. Clairement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, le binge-watching au début, effectivement, était un peu dérangeant parce que les séries étaient faites comme les vieilles séries d'avant, à 24 épisodes, etc. Mais là, depuis quelques années, justement, le binge-watching a permis aux séries de changer complètement leur offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque épisode a son cliffhanger pour donner aux gens envie de voir les épisodes suivants qui sont disponibles dès maintenant. Donc rien que ça, en fait, c'est aussi une nouvelle manière d'écrire une série qu'a apporté le binge-watching. Ce qui est aussi peut-être intéressant, c'est que Netflix, quelque part, on s'est dit tout le monde va faire comme Netflix. Et Netflix est un peu le seul à être resté dans cette idée de binge-watching. C'est-à-dire que la plupart des plateformes américaines, aujourd'hui, sont restées dans la logique quand même d'espacer les épisodes. Je veux dire, Prime Video. Alors après, elles ont mis de l'eau dans leur vin récemment. On voit que Prime se met à lancer, par exemple, les 3 premiers d'un coup. Histoire quand même d'avoir une offre dès le début, de mettre un peu de peps. Ils sont obligés, en fait. Parce que malheureusement, que ce soit Amazon Prime, c'est pas vraiment le même sujet, mais pour le coup, Disney+, Max, etc., ils sont obligés de faire ça pour garder les abonnés. C'est aussi simple que ça. Vu que les saisons sont de plus en plus courtes, faut que ça fasse au moins un mois et demi, on va dire. Et en fait, c'est pour des raisons purement financières. Là où Netflix peut se payer le luxe d'encore, même s'ils proposent des parties. Oui, maintenant ils ont un peu mis dans leur vin aussi, quand même. Sur les grosses séries, on va dire, ils ont maintenant tendance à faire des 2 parties. Mais parce que quand Netflix arrive en France, ça arrive sur une inculture, en fait, de la télé à péage, en réalité, en France. Parce que finalement, nous, on a le modèle Canal et basta. Donc, en fait, on ne sait pas ce que c'est que payer, et Netflix nous propose de payer pour un mois, pour accéder à son contenu, comme n'importe quel vidéoclub pendant un mois. Mais en fait, on peut s'arrêter. On peut tout le temps sortir, revenir, c'est facile. Ça, c'était assez nouveau, mais sauf que vu que ça arrive dans un pays où on a l'habitude de s'engager pour 1 an, 2 ans avec les chaînes Canal, le câble, etc., fait que les gens se lancent dans Netflix de la même manière. Et que pendant un temps, ça tient, cette idée qu'on mette tout d'un coup. Mais avec le temps, les gens commencent à piger que s'ils veulent aller voir une série sur Disney qui a l'air vachement bien, ils peuvent fermer le tuyau Netflix pendant 2 mois, reprendre celui de Disney pendant 2 mois et changer comme ça. Et là, ça oblige de fait les plateformes à refaire finalement de la télé. Et aujourd'hui, Netflix est l'exception encore un peu, mais on voit que quand même, Emily in Paris, ils l'ont fait en 2 temps, ils nous ont fait la même chose, Bridgerton, The Crown, et on va aller de plus en plus vers ça. Après, il y a aussi une chose dans laquelle Netflix s'est retrouvé à son lancement en France, c'est qu'en fait, les gens avaient
commençait à avoir une certaine détestation pour la télévision, la manière dont les chaînes choisissaient les séries. On avait beaucoup de séries policières. Je pense qu'en fait, on arrivait à aller au bout de la logique de le mardi c'était les policiers, le jeudi c'était les séries hospitalières, etc. Voilà. Les séries américaines étaient un peu toutes les mêmes. En tout cas, il y avait les aussi chaînes séries décidaient d'acheter, françaises. quoi. Et en fait, le truc, c'est que je pense ce qu'a apporté de bien Netflix, on va dire vraiment pour les chaînes traditionnelles, c'est qu'elles ont peut-être plus osé des choses. Est-ce qu'on aurait eu HPI sur TF1 sans, on va dire, ce nouveau mode de consommation de Netflix? Franchement, je suis pas certain parce que HPI était pour le coup très différent de ce qu'on retrouvait il y a 10 ans sur TF1. Oui, mais HPI ressemble aux experts que TF1 diffusait. En fait, ce qui a changé, c'est dans certains milieux. Moi, je pense qu'en fait, quand je parle d'inculture télévisuelle, elle n'est pas chez le public. Et notamment tout ce public qui va s'abonner ensuite à Netflix avec le confinement notamment et qui va faire que de Netflix va devenir une vraie plateforme populaire. Avant, elle n'est pas populaire. Avant, elle est regardée que par des gens qui tout d'un coup se disent... De toute façon, depuis que la télé existe, ils la sous-considèrent. Ils considèrent que c'est nul tout ce qu'on voit à la télé. Ils ne connaissent même pas la télé. Voir certains observateurs sur de grandes radios nationales, Première Radio de France par exemple, qui finissent par faire des papiers sur Emily in Paris en tombant des yeux, parce que de toute façon, ils n'ont jamais vu une série qui est sur TF1 avant. Et donc, ils pensent que Netflix va proposer que des choses extraordinaires, que c'est en fait la série qui rentre enfin dans le domaine de l'art, enfin presque, pour exagérer un petit peu. Et ensuite, il y a eu Marseille. Voilà. Non, mais sauf qu'en fait, ils ont, et ça a été la force de Netflix en France, de réussir à rentrer dans les milieux où on détestait la télévision. Chez les gens qui aiment la télévision, Netflix est devenu assez naturellement, dès que ça a été possible, un appoint, un complément, etc. Mais je pense que le téléspectateur de TF1 était apte à voir HPI à un moment donné. Je pense que c'est plus la multiplication des offres que, à proprement parler, uniquement Netflix qui permet aujourd'hui aux chaînes françaises d'aller encore plus loin. Vous l'avez un peu esquissé tous les deux. Sylvain, tu as lâché le nom d'une série qui nous intéresse un peu pour ce débat. Les débuts ont été pas forcément évidents. Effectivement, pendant quelques années, Netflix a été un objet de curiosité. Il y avait quand même des gens qui s'abonnaient, beaucoup d'abonnés. Ça a fonctionné quand même assez rapidement. Mais tu as notamment parlé de Marseille, première production française de Netflix. Tout le monde s'est dit « Ah, ça y est, on va avoir droit à notre série à nous. On va pas avoir regardé que les trucs américains. » 5 étoiles, Depardieu. Voilà, Depardieu, Benoît Magimel. On nous vend une espèce de House of Cards à la française, en plus, série magouille politique et tout. C'était par le scénariste des Hommes de l'ombre sur France 2. Ouais, et là, d'un coup, déception quand même, quoi. C'est-à-dire que accueil, pour ne pas dire froid, on va dire tiède, on va dire, allez, voilà, on va mettre le vin tiède. Beaucoup de moqueries sur les accents, le scénario pas forcément très à la hauteur de ce qu'on espérait. Netflix a eu du mal peut-être à comprendre ce qu'il fallait faire en France. Je pense qu'ils n'avaient déjà pas l'habitude d'avoir les méthodes de production que l'on a en France. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est d'abord ils sont allés chercher des films qui ne trouvaient pas de distributeur au cinéma, donc on a eu beaucoup de ça. Beaucoup de direct, ce qu'on appelait les direct ou DVD avant. Ça. On a eu Planqueur aussi, qui a eu son petit succès, même si c'est un succès d'estime, qui s'est quand même fini via un téléfilm. Mais c'est vrai que Marseille, ça a été la catastrophe industrielle parce que je pense qu'il y avait énormément de budget et surtout, il y avait Depardieu qui représentait un peu le king du cinéma à l'époque. Donc il y avait une espèce de victoire pour Netflix, mais à la fin, ça n'a rien donné. Moi, alors, j'ai pas détesté Marseille. Je dois admettre quand même que j'ai mon petit... Voilà. Mais de là à la conseiller, non. D'autant que je l'ai revu en partie il y a peu de temps. Ça a extrêmement mal vieilli, mais encore plus qu'à l'époque. Le fait qu'il y ait Depardieu dedans n'a pas dû aider à la revoir non plus. Il n'y a pas eu que Marseille. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi quand même, on se souvient des polémiques à Cannes aussi. On sentait, tu parlais de ces milieux différents qui n'arrivaient pas à apprécier Netflix pareillement. On se souvient des huées à la projection d'Okia, le premier film Netflix projeté à Cannes. Les huées au moment où le logo apparaît, quoi. Oui, mais c'est parce qu'en fait, là, j'en reviens encore à cette idée, mais on ne peut pas comprendre l'impact de Netflix en France sans comprendre ça. C'est-à-dire que si Marseille est raté, c'est que Netflix applique avec Marseille un truc très français
on va prendre un auteur, on va prendre un réalisateur, des grands comédiens. En fait, on applique presque une politique de cinéma. Oui. Sur une mécanique de série. Or, ça ne peut pas marcher. On le sait très bien que ça ne peut pas marcher. Ou alors, il faut que le réalisateur et que l'auteur soient vraiment friands et connaissent par cœur la mécanique de la fabrication de série. Donc, forcément, ça ne marche pas. Et le regard du monde du cinéma sur Netflix a été très dur dès le départ, puisque comme il a été très dur envers la télévision, quand la télévision voulait diffuser un film le mercredi soir, surtout pas, il fallait pas, parce que jour de sortie des films. Donc, en fait, le monde du cinéma a toujours regardé l'audiovisuel en ayant peur que les gens se mettent devant leur télé et arrêtent d'aller au cinéma. Donc là, avec Netflix... On se bouche en nez, en fait. Oui. Et il y a eu tout un regard, c'est pour ça que je parle d'inculture, tout un regard critique du monde du cinéma sur la télévision qui était faussé. C'est-à-dire qu'on ne regardait même plus ces objets réellement comme il fallait les regarder. Et on va dire que Marseille, ça leur a donné de l'eau à leur moulin, parce que forcément, c'était ni fait ni à faire. Mais revenons un petit peu aussi sur quand même les premières séries originales Netflix anglo-saxonnes que l'on voit. Moi, quand j'ai vu House of Cards, j'avais connu la version anglaise, j'avais vu à la Maison Blanche, et je trouvais que ça restait vachement bien, mais pas l'eau par rapport à ce que le câble américain ou les chaînes même de network américaines pouvaient proposer. Donc, j'ai toujours trouvé que quand même, ils allaient dans des univers, mais ils le faisaient. Enfin, c'était pas totalement réussi, sans révolutionner non plus. Donc finalement, Marseille, ce n'était ni plus ni moins qu'une série française bas de gamme, comme il y en avait déjà d'autres à l'époque sur des chaînes, avec des dialogues incroyables. Il y a eu un changement de regard à un moment. Alors, je vais être un peu cynique, je vais dire, c'est quand Netflix a commencé à mettre de l'argent dans l'industrie. Parce qu'effectivement, à partir de 2021, il y a quand même un gros changement qui s'opère, c'est qu'il y a une loi qui vient contraindre Netflix à financer, Netflix et les autres plateformes, par ailleurs, pas que Netflix, à financer la création audiovisuelle française et cinématographique. Donc, on est passé, les chiffres sont là, de 2014 à 2020, pendant 6 ans, Netflix a produit 24 créations originales françaises, films et séries confondus. Aujourd'hui, on est à 20 par an. C'est-à-dire que d'un coup, il y a eu une accélération, une obligation qui fait que d'un coup, les studios sont peut-être un peu moins bouchés le nez. Dire, tiens, mon film que j'arrivais pas à vendre à Pathé, à Gaumont, aux distributeurs, etc., peut-être que Netflix peut les intéresser. Puis d'un coup, Netflix s'est mis à communiquer des chiffres qu'on comprenait pas trop, de films français le plus vu dans le monde, de 100 millions de vues. Enfin, d'un coup, ça a attiré du monde. Parce que c'est le premier acte et qui aurait dû être, en fait, dès 2014, cet acte-là. En fait, il fallait, pour rassurer tout le monde, montrer que Netflix ne venait... Certes, était un nouveau concurrent, mais que c'était un nouveau guichet. Un partenaire. Et que les créateurs, les producteurs pourraient proposer vraiment beaucoup de choses. Avec une certaine liberté qu'ils n'avaient pas... Et c'est pour ça que ça a changé. Mais moi, je me souviens, par exemple, quand Disney Plus est arrivé, je disais, c'est dingue, Disney Plus, ils ont plus de propositions françaises de qualité que Netflix depuis que Netflix est là. TF1. C'est aussi, ça aide aussi. Ils avaient le retour sur l'expérience de Netflix, ils l'avaient vu. Oui, mais il y avait plein de raisons. Mais c'est pour ça que je pense que là, les choses ont commencé à changer en bien, et c'est pour ça que je pense que Netflix aujourd'hui et les autres sont comme de nouvelles chaînes câblées entre guillemets, comme quand on les a vus arriver dans les années 90, de nouveaux lieux de production et de diffusion, et ils font leur part du travail. Donc, on parle quand même, là je vous donne un chiffre, on parle quand même de 250 millions investis l'an dernier dans les productions françaises par Netflix, dont 50 millions pour le cinéma. Donc c'est quand même des films qui fonctionnent. Alors après, on en reviendra peut-être toujours à cette dichotomie entre les critiques et le public. On peut parler de Sous la Seine, qui est un très bon exemple, je pense, de ça. Sous la Seine qui a donc été... très critiqué à la sortie, nanar, etc., des mots très forts qui ont été employés, on en pense qu'on veut, mais les chiffres qu'aujourd'hui donne Netflix, c'est quand même que c'est 100 millions de vues dans le monde, le film français le plus vu sur Netflix dans le monde, le deuxième non anglophone, pour le rayonnement français, c'est quand même, alors certes c'est peut-être pas le plus grand film de la décennie, mais pour l'industrie cinématographique française, il y a quand même des opportunités à saisir avec Netflix. Oui. Et on aime ou on n'aime pas, ça c'est le regard critique, on en pense ce qu'on veut, c'est une chose. Moi, le truc sur lequel il faut quand même appuyer, c'est de faire quand même attention à ce
que ces plateformes internationales ne viennent pas aseptiser nos regards. Pas le est-ce que j'aime ou pas un film de requin, ou on s'en fout, enfin la question elle n'est pas là. C'est est-ce que ce qui est important dans une série en particulier, c'est le regard qu'elle porte sur ce que nous sommes. Et si aucun des pays qui produit aujourd'hui des séries pour Netflix porte un regard réellement sur l'Espagne, sur la Suède, sur la France, et le montre au reste du monde, ça ne sert à rien en fait d'être international. Oui, si c'est pour faire des films qui juste se passent à Paris pour se passer à Paris, qui ne racontent rien juste de la France. Faire attention de pas là encore que notre culture, notre exception culturelle en prenne un grade à cause de ça. Oui, c'est aussi un peu ce qu'on a reproché à Lupin, finalement. Moi, j'attends des séries françaises d'aujourd'hui, de Netflix et d'ailleurs, qu'elles me parlent avec beaucoup plus de précision de la France, comme les séries américaines le font depuis 70 ans. C'est tout. Ce que effectivement Netflix a peut-être encore un petit peu de mal à faire. J'aurais qu'on termine ce débat juste sur un dernier chiffre, 12 millions d'abonnés en France, c'est le nombre d'abonnés à Netflix aujourd'hui, chiffre qui a un peu bondi dernièrement avec la fin des partages de comptes, évidemment, qui est l'an dernier, qui ont fait que beaucoup de gens sont abonnés alors qu'ils avaient déjà Netflix, mais qui, on va dire, qu'ils le regardaient de façon détournée. C'est quand même très au-dessus des autres plateformes de streaming. Aujourd'hui, Netflix est quand même largement leader. Il n'a pas été, on va dire, vraiment bousculé par la concurrence. Même Disney+ est assez loin, même si Disney+ est bien installé. C'est aussi 2 millions de plus que Canal+ aujourd'hui. Vous voyez Netflix rester leader, c'est-à-dire que maintenant ils sont arrivés, ça fait 10 ans qu'ils sont là, on les bougera plus avant un moment, avant que le streaming peut-être devienne dépassé. Alors, il y a une certitude, oui, c'est vrai que ça va être compliqué pour Netflix d'être délogé au niveau mondial, en France aussi, parce que, bon, déjà, Canal+, c'est plus cher. Il faut aussi se dire, même s'ils ont l'offre Aura+, etc., ça reste plus cher, mais la proposition n'est pas la même. En fait, il faudra voir exactement à quel point les chaînes de télé et les studios continuent à donner des droits à Netflix. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte avec Max. Max est obligé en fait de refiler ses droits. On a Dune qui va arriver sur Netflix et sur Max en même temps, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit une exclusivité parce qu'ils sont contraints financièrement. Disney, on sent que là aussi, ils commencent à faire revenir des vieilles séries à eux sur les autres plateformes parce que Disney+ est arrivé à un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à dépasser. C'est une certitude. Donc je pense que oui, il va encore y avoir une grosse hégémonie Netflix pendant quelques années. Est-ce que ça durera pour 10 ans supplémentaires? Je suis pas certain. Je pense que le streaming durera 10 ans déjà. Les méthodes de consommation vont changer au bout d'un moment, forcément, comme elles avaient changé au moment où Netflix est véritablement arrivé. Donc, pour l'instant, oui, mais dans les années à venir, je suis moins certain. Il y aura aussi, on peut pas nier la question du prix. On l'a dit tout à l'heure, le prix augmente quand même régulièrement. La pub est arrivée. Il y aura forcément d'autres étapes supplémentaires. On voit des abonnements qui disparaissent un peu subrepticement pour être remplacés par des abonnements sans pub. Forcément, à un moment, peut-être que les gens vont aussi arrêter ou s'abonner à une plateforme moins chère. Peut-être que quelqu'un d'autre va arriver et changer tout ça. La croissance, elle va pas pouvoir aller jusqu'à un certain degré. Enfin, à un moment donné, ils sont à combien 220 millions, 275 millions, je crois, d'abonnés. Enfin, on se rend pas compte. Enfin, c'est quand même énorme. Donc, après, il y a encore des marchés entiers à ouvrir. Et puis, ils sont quand même, leur modèle entraîne quand même un vrai problème. Et beaucoup de gens, quand on en parle autour de nous, on s'en rend compte, disent j'y vais, je cherche, je trouve pas. Voilà. Et donc ça, je pense que ça fait qu'à un moment donné, ça freine. Donc là, les gens gardent encore l'abonnement par habitude. Et puis dans le langage courant, dans la vie de tous les jours, Netflix est devenu vraiment une plateforme importante pour les gens. Donc c'est pour ça que les gens gardent. Mais à un moment donné, Canal s'était cassé la gueule. Oui, attention, donc, effectivement, à la lassitude peut-être à un moment. Débat passionnant qu'on va pouvoir continuer, je vous le tease un petit peu sur Tech & Co, Sylvain, puisque tu as un podcast qui va arriver dans peu de temps pour les 10 ans de Netflix, pour nous raconter cette grande saga. Podcast en plusieurs épisodes qui sera disponible très vite sur Tech & Co. Très vite, oui. Voilà, restez connectés, effectivement. On va passer à nos séries de la semaine, puisque c'est la deuxième partie. Et pas Netflix dans les séries cette semaine, voilà. Toc, ça leur apprendra, on a beaucoup parlé d'eux déjà. Je vais commencer avec toi Sylvain, on va parler de Max, donc concurrent qui s'est lancé juste avant l'été. Quelques séries prometteuses, on a vu House of the Dragon, on en a parlé la semaine dernière, série phare, mais une autre série peut-être à découvrir. Oui. On connaît assez peu en France finalement, parce qu'elle n'était pas forcément bien diffusée. Ah mais j'avoue que très compliqué à voir, c'est Industry, c'est ça Industry, dans la saison 3 vient d'arriver. J'en avais jamais entendu parler, je dois admettre que pourtant c'était diffusé sur OCS, mais j'avoue que c'était vraiment pas la série
Ouais, je pense que ça m'a juste pas donné envie au départ. Donc la saison 3 vient d'arriver. On retrouve, pour cette saison 3 en tout cas, Kit Harington de Game of Thrones. Donc ça devrait pas décevoir beaucoup de gens. Mais effectivement, c'est une série qui se déroule à Londres, dans une banque d'investissement. Et on suit, en tout cas en saison 1, un certain nombre de nouveaux venus dans cette entreprise qui doivent faire leurs preuves, etc. Et donc au fur et à mesure des saisons, on avance dans les années, évidemment. Il y a justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la saison 2 se passe après le Covid, mais du coup les personnages sont pris en compte. Comment regardera-t-on ces séries qui se sont passées qui parlent du Covid dans quelques années, mais vraiment la série m'a surpris parce que moi personnellement, la finance, je m'en fiche un peu, même si mon adresse mail se finit en BFM Business. Je dois admettre que voilà, c'est pas mon Comment ça? Tu t'intéresses pas au monde de la finance, Sylvain? Je le répéterai à hautes instances. Mais en fait, c'est hyper intéressant la manière dont c'est raconté dans cette série-là. Ouais. Le casting est formidable. Je dois admettre que vraiment, il n'y a pas un personnage qui est mal écrit. C'est juste hyper plaisant de suivre tous ces personnages-là dans un monde que l'on connaît peu et qui est très bien expliqué aussi. Vraiment, ils s'embêtent à bien nous expliquer les choses pour que les épisodes suivants se passent un petit peu mieux. C'est pas indigeste. Donc très clairement, honnêtement, un de mes coups de cœur, et la saison 3 est juste incroyable. Vraiment un de mes coups de cœur de l'été. Je dois admettre que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ben voilà, la série HBO qui était peut-être pas la plus vendue dans l'arrivée de Max, pas celle qui était la plus mise en avant. C'est une des meilleures notées. Voilà, sur Metacritic. Voilà. Donc quoi, finalement, les notes veulent dire quelque chose parfois. Donc ça s'appelle Industry, 3 saisons à voir donc sur Max. Benoît, toi, on va revenir en France avec ta série. On va revenir en France, même dans le passé de la France. Série française qui s'appelle Fortune de France, qui va démarrer sur France 2, c'est ça? Oui, alors tous les épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme de France Télé, et les 2 épisodes sinon passeront tous les lundis soirs à partir de lundi. Fortune de France, ça se passe en 1557. On est dans le Périgord, donc déjà mon pays de cœur. Donc forcément ça m'a tiré. Et c'est l'adaptation d'une saga romanesque de Robert Merle qui nous raconte en gros l'histoire d'une famille sur 100 ans, de grosso merdo 1550 à 1650. Et ce qui m'a intéressé, alors il y a Nicolas Duvauchel, il y a Guillaume Gouix, il y a un casting exceptionnel. Christopher Thompson, qui a créé la série, tenait vraiment à adapter les livres de Robert Merle depuis longtemps. Il y a une langue qui est magnifique, et donc c'est à la fois de la série en costume, mais sans les défauts de la série en costume, puisque moi ça m'a fait penser un petit peu à du Downton Abbey, dans le sens où ça raconte la vie notamment de la famille Siorac, le seigneur du château, mais aussi des domestiques. Donc il y a comme ça des histoires entre eux, et que c'est une vraie série. Dans le sens que chaque épisode a un point, une histoire à raconter, une thématique à raconter. Il y a un effet miroir, moi ce que j'adore dans les séries, c'est-à-dire qu'on nous parle forcément des fanatiques religieux, on nous parle d'épidémies aussi, et même si ça se passe en 1550, du coup ça résonne par rapport à ce qu'on a vécu. Et surtout, et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut la regarder, il faut vraiment, vraiment la regarder, parce que si ça marche, ça peut être comme Downton Abbey, c'est-à-dire que ça peut revenir et qu'on peut suivre à la fin, je divulgage rien de la fin de la saison, il y a des personnages qui partent vers de nouvelles aventures, et si ça suit les livres, ça veut dire qu'il y aura une saison 2 où on suivra certains personnages de cette saison 1 avancer, et donc ça pourrait nous faire une série en 4-5 saisons et nous raconter la France de cette époque, un petit peu comme Le Village Français a pu le faire sur cette saison sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et moi je trouve ça extrêmement bien produit, écrit, réalisé, et voilà. Je le conseille vivement, et je ne le conseille pas uniquement parce que c'est ma maison qui le produit, mais quand France Télé fait ce genre de série ambitieuse, je me dis j'espère que le public sera au rendez-vous. Une belle série en costume, c'est une tradition aussi dans la télé française, les séries d'époque, on a vu de très belles choses par le passé. Écoutez, faisons confiance à France TV pour nous faire quelque chose de très bien. Donc ça s'appelle Fortune de France, c'est donc déjà disponible partout. Ça a commencé le 16 septembre et ça va se poursuivre sur plusieurs semaines sur France 2. Merci Sylvain, merci Benoît d'avoir été avec moi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va parler d'autres choses. Fini Netflix, une autre dose là. D'ici là, vous pouvez rattraper cette émission, toutes les autres de la saison passée en replay sur le site, sur YouTube et en podcast, sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.